Bonsoir ou bonjour, cela dépend évidemment de l'heure à laquelle vous avez choisi, vous, de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes évidemment en République démocratique du Congo, dans sa ville Kinshasa et sur Antena, qui est votre chaîne de référence. De suite au singulier. Au singulier, vous le savez, est votre magazine d'entrevue où nous allons nous entretenir avec notre invité d'aujourd'hui, que vous allez découvrir son parcours, ses opinions, ses perspectives d'avenir et qu'est-ce qu'elle a comme message à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a amené sur notre plateau, la singularité de son parcours, nous allons le découvrir ensemble. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, vous êtes Madame Lady Olga Massidi. Exactement. Et vous êtes née à Lausanne. Exactement, je suis née à Lausanne. En Suisse. En Suisse. Vous habitez aujourd'hui à Toulouse, en France. Ça fait longtemps que vous êtes là aujourd'hui parce qu'on parle plus du Covid. Ça va faire 12 jours, 12 jours exactement que je suis là. C'est vrai que le coronavirus, un grand problème. On va en parler, pourquoi pas. Alors, vous êtes née d'une famille composée de plusieurs enfants, 3, c'est déjà beaucoup. Exact. Donc, vous êtes la fille de maman Martine et de papa Innocent. Exactement. Qui sont toujours en vie. Qui sont toujours en vie. Et ils sont ici à Kinshasa? Non, ils ne sont pas à Kinshasa, ils sont à on va dire Toulouse et environs. Après, j'ai grandi avec des grands-parents qui, malheureusement, sont décédés. Alors, c'est vrai, on va revenir sur la famille parce que c'est quand même important. Cette famille, vous êtes proche de votre famille ou bien vous êtes un peu éloigné de la famille? Comment pourrais-je expliquer? On est assez proches. Alors, je suis très proche de ce que en Europe on appelle les cousins, cousines. Nous, on n'a pas ce lien. On a ce lien de frères et sœurs. Très proche de la famille, un peu moins proche de papa. Alors, c'est vrai que vous habitiez Toulouse. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à aller à Toulouse? J'ai un parcours assez atypique. Donc, ma naissance en Suisse a permis un atterrissage à Kinshasa. J'ai étudié un peu à Massamba et Nyiragongo. Et après cela, on a dû repartir en Europe. C'était une destination inconnue pour le retour. Et on est parti pendant la période de 1992, quand il y a eu les premiers pillages. Avant, quand il y a eu, on va dire, quand il commençait à avoir le coup d'État contre Mobutu. Donc c'est toute cette période de turbulence, ici ex-Zaïre. Ex-Zaïre, exactement. Alors là-bas, vous avez continué les études, vous avez fait vos études primaires ici? J'ai fait mes études primaires ici. Après la traversée de Kinshasa, on est allé en Angola pour revenir, parce que c'était très compliqué. Mon arrivée à Kinshasa, surtout on va dire, notre atterrissage à Kinshasa était compliqué. Suite à quelques conflits familiaux, on s'est retrouvés coincés pendant tant d'années ici en RDC, en l'ex-Zaïre. Voilà. Et donc, vous êtes parti, vous avez fait des études en comptabilité de gestion? Exactement, comptabilité de gestion. Et très récemment, j'avais repris mes études pour faire des modules supplémentaires et complémentaires dans tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion de projet et dans le coaching de développement personnel et professionnel. Mais tout ça, ça fait quand même beaucoup. Ça aide? Oui, ça aide. Ça reste complémentaire en fait. C'est des domaines qui se rejoignent bien les uns les autres. Alors c'est vrai que vous aimez travailler, mais vous avez aussi fait l'université, il faut le dire aussi. Non seulement à Toulouse aussi, mais une partie aussi à Paris. Exactement. J'ai fait mon DUT à Paris, à Villetaneuse exactement. Après, je suis revenue à Toulouse pour pouvoir faire mon master. Et même si je n'ai pas complètement fini, mais je suis arrivée aussi loin que je pouvais. Et je pense que je suis arrivée assez loin pour être là aujourd'hui. Alors, vous avez 3 enfants, ils sont adorables. Aujourd'hui, l'aîné à quel âge? Elle est née aujourd'hui à 15 ans et demi. Et ma fille a 8 ans et demi. Et le dernier a 7 ans et demi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on lui fait un gros coucou. Il s'appelle comment? Kéliane, Lindsay et Farel. Voilà. Et donc, vous avez aussi pensé aux autres.
parce que vous avez une ONG aujourd'hui. Exactement. En dépit du fait que vous aimez travailler, parce que c'est ce qu'on a vu chez vous, non seulement les études, vous aimez accumuler les diplômes, les connaissances, mais surtout le travail. Qu'est-ce que ça rapporte chez vous, le travail? Qu'est-ce que ça signifie travailler à l'étranger? Parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Travailler en RDC, c'est différent de travailler à l'étranger. Comment dire? Déjà, pour moi, le travail, c'est un accomplissement. Surtout le travail, pour nous, les femmes, c'est un accomplissement de soi. C'est vrai que j'aime travailler, mais j'ai appris à concilier ma vie de famille et le travail. Et aussi, c'est vrai que j'ai une ONG. Mais avant d'avoir l'ONG, j'étais membre de plusieurs ONG dans lesquelles j'étais chargée de projets. Donc, je montais des projets pour ces ONG-là pendant plus de 10 ans. Et suite à ça, j'ai eu l'idée de créer ma propre ONG. Pour la bonne et simple raison que je me disais, c'est bien, de vrai, et qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les autres ONG et que je voulais changer. Alors, en parlant justement de votre ONG, vous avez dit il y a plusieurs casquettes, mais l'objectif c'est quoi? Parce que quand on parle d'ONG, on pense à l'organisme non gouvernemental, c'est-à-dire les aides doivent venir de quelque part. Alors ça, c'est notre plus gros problème, c'est que nous, les aides viennent de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas encore assez bien soutenus, nous n'avons pas de subvention, mais les membres sont très actifs et les membres ont le cœur assez grand pour pouvoir aider les autres. Donc pour le moment, c'est vrai que nous avons besoin d'aide, mais le temps que l'aide arrive, ben nous on aide. Alors, vous vous occupez principalement de quoi dans cette ONG? Ça s'appelle comment déjà? Alors l'ONG s'appelle Shine Concept International. Depuis peu, on l'a changé parce que nous avons pu avoir plusieurs antennes. Donc l'ONG a 2 grands départements, l'humanitaire et le développement. L'humanitaire, ça va de soi parce que le monde va mal, malheureusement. Il faut le reconnaître, le monde va très mal. Et pour nous, aider un orphelin à s'habiller, à se nourrir, c'est bien. Mais si on ne le permet pas d'aller à l'école et pouvoir avoir la possibilité de rêver et de matérialiser son rêve, à quoi bon? Donc la partie développement qui englobe la santé, l'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat. Alors en parlant d'emploi, en parlant de subventions, vous avez dit que c'est vous-même qui faites un petit peu tourner et marcher cette ONG. Mais quelles sont les activités que vous avez déjà faites, qui a été bien cotée pour vous? Alors les activités qu'on a déjà fait qui ont été bien cotées sont les défilés de mode, les Fashion Week ethniques qu'on a créés au niveau de Toulouse, qui sont très bien cotés, ce qui nous permet de pouvoir faire rentrer des fonds importants pour toutes les autres antennes. On a lancé en 2017 la Shine Ethnic Fashion Week, et cette Shine Ethnic nous permet qu'en fait aux amateurs de se mettre en lumière. Ces amateurs payent un prix de participation. On fait du recrutement de modèles d'amateurs, des stylistes amateurs, des artistes amateurs. On leur permet de se mettre en lumière avec les médias qui nous soutiennent et à côté, par un défilé de mode hautement couture, à côté de pouvoir montrer, eux, leur savoir-faire. Et nous, on récolte derrière des fonds. Et lorsque vous dites vous voulez aider les enfants, les orphelins surtout, à être un peu plus indépendants, c'est dans ce sens-là, lorsque vous les amenez. Est-ce qu'il y a un orphelin que vous avez aidé déjà et qui est en train de devenir ce que vous voulez? Oui et non, comment expliquer? Les orphelinats qu'on aide particulièrement sont ici en RDC. La joie qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir... ça fait que 3 ans en fait en RDC que l'ONG est en place. La joie qu'on a aujourd'hui, c'est de voir des enfants épanouis et qui ont l'envie d'apprendre parce que on leur explique que l'avenir est dans l'apprentissage. On a eu une jeune fille dans une orphelinat, un partenaire avec qui on travaille, qui aujourd'hui est partie apprendre le métier de couper-couture. Avec, bien entendu, des bourses offertes par nos partenaires comme le groupe scolaire Loango. Et il y a certains enfants qui ont été pris en charge par le groupe scolaire Loango et d'autres écoles de quartier, par exemple, juste pour des enfants qui sont en très bas âge, pour apprendre à lire, écrire, compter, on va dire la base simple. Alors c'est vrai, on va revenir sur cette ONG. La question qui me turlupine un petit peu la tête, c'est de savoir, vous êtes chrétien?
je suis chrétienne et croyante. La famille chrétienne. Il n'y Exactement. a pas de musulmans. Non, jusqu'à là, quand vous me voyez aller ici un musulman, Facebook, je suis au courant. Alors, la religion joue un rôle important pour vous dans ce que vous faites. La croyance joue un rôle très important pour moi. Comme j'ai beau le dire, l'être humain aime croire en ce grand Dieu invisible, mais ne réalise pas que Dieu a mis un miracle très visible qui est son prochain. Parce qu'en général, quand on prie, on demande, Dieu ne nous envoie pas des ondes invisibles directement arriver, il nous envoie souvent notre prochain pour réaliser ce miracle. Et on ne se rend pas compte en fait que le miracle existe, mais à travers notre prochain. Et je pense que ce monde irait mieux, vraiment mieux, si on prenait le premier commandement de Dieu qui était « aimez-vous les uns les autres ». C'est aussi la devise de l'ONG. La devise de l'ONG est agir, partager et agir pour ouais. le développement. Ok. Donc le partage est déjà de l'amour, parce qu'on ne peut pas partager sans amour. Et l'action, il faut agir avec amour. Et on le met dans l'œuvre du développement, pour redonner un véritable sens à ce mot. Alors, revenons un petit peu à votre travail. Quand vous dites le travail est important, vous vous focalisez sur vous-même, d'abord votre parcours. Par rapport à mon parcours, oui. Par rapport à mon parcours, le travail est important. Professionnellement, j'ai beaucoup été minimisée. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est En tant que femme. En tant que femme et en tant que femme afro en Europe. Mes diplômes n'ont jamais été véritablement pris en compte. Jusqu'au matin, je me suis réveillée en me disant, mais je suis capable de créer mon emploi. Qu'est-ce que je fais à travailler pour les autres? Et aujourd'hui, je suis très fière parce que j'ai pu monter des gros projets pour des grosses sociétés et je me suis spécialisée à monter des projets pour des sociétés que pour des projets qui viennent pour le continent africain. J'ai été instigatrice de monter un projet qui s'appelle MyTel et c'était pour une société qui se trouve au Nigeria et qui aujourd'hui a une antenne au Nigeria, une antenne au Gabon et qui va peut-être prochainement, avec mes conseils, voir une antenne en RDC. Donc, le travail vous apporte de la joie, mis à part l'argent. Exactement. Mis à part l'argent, ça m'apporte de la joie, de l'indépendance. Et comment expliquer? Je pense que quand on est épanoui, qu'on a... Mais dans le monde des Européens, c'est-à-dire que c'est un monde de blancs. Vous vous retrouvez là-bas, vous aimez travailler, on vous met peut-être pas en valeur, mais aujourd'hui, où vous avez pu surmonter tout cela. Mais racontez-nous comment c'était avant. Parce que je vois mal Madame Lady en train d'être mal vue, parce que on a l'impression que vous êtes très épanouie, vous savez ce que vous voulez. En fait, le problème, il est là, c'est que quand on sait ce qu'on veut, on est un peu un obstacle. Et dans le milieu du travail, particulièrement en Europe, on est un obstacle. Quand on rentre dans une entreprise où il y a un patron, on amène son expertise, il faut se plier aux règles. Sauf que je suis le genre de femme qui n'aime pas certaines règles quand elles ne me conviennent pas. Donc oui, c'était un parcours de combattant. J'ai dû travailler j'ai dû faire ce qu'on appelle le téléconseil, vous savez, le marketing phoning pour pouvoir payer mes études, des petits boulots pour pouvoir payer mes études. Et une fois études finies, j'étais au chômage pendant très longtemps. Ça, c'est la réalité aussi parce que nous faisons des études où on n'a pas d'expérience professionnelle. Donc, et quand on sort de là, la seule chose qui va être dans notre CV, c'est les petits boulots, les petits jobbings qu'on a fait pour payer nos études. Donc il fallait se battre pour faire sa place. Je me disais, mince, un master et rester là comme ça, ne pas avoir un boulot. Alors j'ai commencé aux plus basses échelles, parce que je me dis, il faut commencer en bas pour apprendre. J'ai commencé par être une assistante comptable, quand j'ai pu intégrer finalement le corps du métier. Et un jour, je suis tombée sur un très bon cabinet, où le patron m'a donné mon opportunité d'être plus grande que ça. Donc aujourd'hui, il m'a fait réaliser que je pouvais être beaucoup plus que ça. Alors, lorsque vous dites vous êtes arrivé tant bien que mal à être ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce mal,
C'était quoi? Ça vous minait à l'intérieur? Ça pouvait vous bloquer quelque part? Il fallait un coup de pouce? Il fallait qu'il y ait des gens autour de vous qui vous aident quand même quelque part, qui vous guident, qui vous donnent cette envie de réussir? Vous avez tiré ça d'où? Alors le gros problème déjà qu'il y a chez nous, Africains, c'est que les parents ne sont pas les premiers motivateurs. Désolée. Les parents ne sont pas nos premiers motivateurs, et en Europe, on est un peu dans une forme d'esclavagisme camouflé. Donc les parents vous disent, tu as ça, contente-toi de ça. Non. Ils ne cherchent pas de problème. Ouais, ils ne cherchent pas de problème. C'est pas là, ça là. Non, c'est pas comme ça. Je considère que c'est pas comme ça. Je n'ai pas eu de coup de pouce, mais j'ai eu un déclic. Un gros déclic parce que je connaissais mes compétences, je connaissais mes capacités, et je ne me voyais pas continuer à être dans les positions dans lesquelles j'avais sans me battre. Alors, je ne serais peut-être pas arrivée, mais je me dis, le mérite était de me battre déjà, pour m'imposer, arriver ou pas arriver, mais m'imposer, me faire entendre mes envies, mes raisons, mes compétences, dire que j'ai appris ça, je sais faire ça, pourquoi? C'est pas facile ça, pas du tout. Parce que justement c'est ça la singularité de votre parcours, c'est de pouvoir se dire que quelque part on m'a pas boosté, c'est de moi-même, j'ai pris conscience de qui j'étais, et c'est rare, et surtout pour une femme. C'est très rare, surtout quand on est mère. Et comme vous savez, le beau phénomène de l'Europe, c'est d'être des mères seules, parce que nos chers hommes en Europe ne sont pas toujours, malheureusement, des personnes très engagées. Et c'est très difficile à se le dire, parce que le rêve d'une femme n'est pas de faire des enfants et être seule avec ses enfants. Aucune femme ne se réveille un matin en disant je vais être seule et élever mes enfants seule. Aucune. Véritablement aucune. On rêve d'avoir une vie de foyer, on rêve d'avoir tout. J'ai même entendu une fois on m'a dit que j'étais une féministe. Oui, mais une féministe est une très bonne mère au foyer, une très bonne femme au foyer. Ça, c'est que les jeunes de maintenant ne savent pas. Le féminisme, c'est pas de la révolte. C'est qu'on a une vie sociale où on s'impose. Et dans notre maison, on est la maman, on est la femme de quelqu'un. Et beaucoup de gens ont une très mauvaise image de ça. Donc, j'ai dû me battre. Et ma première motivation était... un petit peu, oui. Donc, ça voudrait dire que quelque part, ce déclic n'est pas venu comme ça. Il y a eu quelque chose. Mes enfants. Voilà. Donc, ce sont les enfants qui vous ont amené à vous décider finalement à dire que je change de façon de voir. Je dois réussir pour eux aussi. Exactement. Okay. Je voulais être aussi un exemple pour eux. Je ne voulais pas qu'ils prennent exemple de la société qu'on a actuelle. Je pousse mes enfants, bien qu'ils sont bien jeunes, je les pousse à se réaliser. À se réaliser vraiment. Je n'aimais aucune barrière. Des barrières que moi j'ai eues, je n'aimais pas mes enfants. Lorsque vous avez senti que vous étiez en train d'évoluer, vous avez eu peur à un moment donné? Vous dites, est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien? Est-ce que vous vous êtes pas retenu en disant, bon... C'était la grande frayeur. Oui. C'était la grande frayeur, une frayeur au quotidien. Des nuits blanches en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, Olga? Mais qu'est-ce que tu fais? Et le lendemain, parce qu'on a pris un rendez-vous, il faut y aller. Mais des fois, la veille, c'était beaucoup de manque de sommeil. En me disant, mais je suis dans le bon? Non, je suis dans le bon. Bon, si je ne suis pas dans le bon, au moins je l'aurais fait. Voilà, je me disais, au moins je l'ai fait. Je ne suis pas encore arrivée à la réussite que je souhaite avoir. Ouais. Mais mes échecs ont été des réussites, parce qu'ils m'ont appris. Aujourd'hui, ce que je peux retenir comme expérience, c'est que, oui, je préfère chuter, échouer, et recommencer en fait. En tenant compte du bon comme du mauvais, mais recommencer ce que j'ai commencé. Alors vous avez commencé par le bas, alors que d'autres avec le diplôme, bardé, etc., on serait déjà là. Lorsque vous êtes arrivé justement à là, vous avez vu ce qui est arrivé quand vous étiez en bas? Oui, c'est exactement ça. Quand je suis arrivée à là, je me suis dit, waouh, je viens de loin. Je viens de loin. Et je me dis, et j'ai pas fini.
comment je vais anticiper tout ça? Alors, comment je vais entreprendre tout ça? Et c'est la raison pour laquelle, dans cette ONG, finalement, vous donnez cette impulsion à la jeunesse, aux gens qui ont des problèmes, et surtout des enfants qui sont seuls, de pouvoir être autonomes et de pouvoir réussir leur vie. Okay. Exactement, c'est exactement ça. C'est leur offrir, en fait, malgré les difficultés qui sont difficiles de ne plus avoir de parents, l'autonomie. Parce que vous avez vécu finalement comme si vous n'avez pas de parents, parce que... Exactement. C'est la triste réalité de l'Europe. Oui. C'est que moi j'ai vécu un parcours très atypique qui a fait que les parents étaient littéralement absents. Des fois, voilà, pas très regardants parce que des fois, les alertes, je les faisais au niveau scolaire. Je passais des 5 premiers aux 5 derniers pour dire coucou, j'existe. Mais j'ai eu droit plus au blâme qu'à une oreille attentive. Plus au jugement qu'à... Et pourtant, on attend juste des fois. Des fois, c'est un cri d'alerte un peu. C'est comme par rapport au mois de mars et les femmes. On vous sent quelque peu rebelle, hein? Rebelle, pas du tout. Mais je suis déterminée. Et le sourire, ça compte aussi? Parce qu'on dirait une femme qui est déterminée, ok, mais qui sourit, ça passe? Ça passe. Je suis une personne très joyeuse. Je suis heureuse parce que j'ai frôlé la mort plus d'une fois. Et je garde cette joie parce que c'est une bénédiction. Ce que beaucoup oublient, c'est que quand on a frôlé la mort de très près, quand on a la possibilité de se réveiller le lendemain, on doit être joyeux. Parce que dans la nuit, il y en a qui ne se réveillent pas. Donc je suis une femme très joyeuse. Et mon sourire, je l'aurai toujours, même quand ça va mal. Mais en tant que femme africaine, black, là-bas, vous avez quand même eu à vous défendre. Et comment ça se passait? Racontez-nous peut-être en donnant quelques exemples. Peut-être qu'on ne comprend pas bien ce travail-là. Et comment, parce que c'est un travail, on dit que peut-être être comptable, c'est pour les hommes que pour les femmes. Hein? Croyez-moi que même en Europe, c'est exactement la même chose. Être comptable, on dit que les chiffres, c'est pour les hommes. Voilà. On dit que la gestion de projet, c'est pour les hommes. Non, nous allons à l'école comme les hommes. Comme on le dit si bien en Europe, chacun ses problèmes. Moi, je monte, je vais à l'école, j'ai mes contraintes, mais si nous sommes dans la même classe, c'est qu'on a les mêmes égalités de chances de réussir. Alors, je vais vous donner juste un exemple de la dernière société dans laquelle j'étais, où j'étais directrice financière et administrative, et je tombais sur un DG, blanc, macho, raciste, qui, ouvertement, en rentrant dans l'entreprise, je l'ai observé. Parce que quand on est gestionnaire d'entreprise, on gère une entreprise véritablement, c'est-à-dire la santé financière est vraiment notre responsabilité. J'ai pris mon DG de côté, je lui ai dit, ça fait 2 mois que vous avez intégré la société, mais vous n'êtes jamais venu me voir pour connaître la santé financière de cette entreprise. Donc je leur donne des bilans intermédiaires. Il a osé me dire, pour une femme et en plus noire, vous êtes culotté de me dire que je suis un très mauvais DG. Je lui ai dit, moi je vous avais fait un sous-entendu, mais vous avez dit les mots. Tout simplement. Je lui ai dit, oui, vous êtes un très mauvais directeur général. Parce qu'un directeur général s'occupe, une entreprise c'est un enfant, on doit s'en occuper. Et j'ai eu droit à ça. Après, il a fait tout ce qu'il fallait pour que le patron me licencie, mais finalement, j'ai fait simple. C'est que j'ai réussi à me bâtir une réputation dans ma ville, à Toulouse, qui fait que, à l'heure actuelle, je n'ai plus besoin de chercher un emploi. C'est moi qu'on cherche pour redresser des entreprises. Donc avant même qu'ils se réveillent pour venir me dire on veut te licencier, je leur ai dit je m'en vais. Tout simplement. Et lorsque vous êtes entouré d'autres femmes en tant qu'africaines et que parmi ces femmes il y a aussi d'autres africaines, vous sentez qu'il y a une différence? Le gros problème avec la femme, c'est qu'elle aime être complexe. Elle se complexe face à une femme qui est plus
imposante, et pourtant je trouve qu'il ne faut pas être complexé. On a tous la capacité d'apprendre tous les jours et changer notre vie, mais tout est une question de choix. J'ai déjà eu des remarques par rapport à des femmes qui me traitent de noire, blanche. Et je leur explique que non. À mon âme et conscience, et au fond de mon cœur, je suis congolaise avant d'avoir cette nationalité française. Quand je parle, je dis je suis une femme congolaise de nationalité française. Mais mes origines sont plus importantes que tout le reste. Que j'habite en Europe ou pas. Parce que l'homme blanc sait nous le rappeler quand il le faut. Ah ben oui. Très bien même. Oh, avec finesse. Donc à un moment donné, nous devons être fiers de là où nous venons. Et le gros problème avec les femmes africaines en Europe, c'est qu'elles oublient d'où elles viennent. Et moi aujourd'hui, j'ai eu des très bons mentors. Mon grand-père faisait partie de mon mentor. Aujourd'hui, la personne qui est le vice-président de mon ONG, Monsieur Honoré Luango, est mon mentor. J'ai des très bons mentors autour de moi. Donc, pourquoi pas m'affirmer et m'affirmer en tant que Congolaise, pas le contraire. Une très bonne chose. Alors, congolaise d'origine et française de nationalité. Mais tout ça, ça fait bien beau. Mais ça se passe comment? Parce que c'est dans l'attitude quelque part. C'est dans l'attitude. On arrive à un point de notre vie, quand on arrive à arriver là où on aimerait être, on se doit de changer d'attitude. On se doit d'imposer le respect. Et c'est ça qui dérange chez nous, Africains. Quand une personne vient imposer le respect qu'il pense mériter. Et c'est là où ça devient gênant pour nos compatriotes, et pourtant non. Je considère que quand on donne du respect, on mérite le respect en retour. Et c'est là où c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. Vous êtes franche de nature. Exactement. Alors, est-ce que cela existe auprès de la communauté congolaise, on va dire africaine en général? Est-ce que les Africains ont un franc-parler? Je considère que les Africains ont un franc-parler. Moi, je dirais pas toujours. On est encore dans l'hypocrisie. On est dans une hypocrisie qui ne nous aide pas, ni à évoluer, ni à se développer. Et quand on a un franc-parler, ça dérange. Mais lorsque l'on voit ces femmes qui passent à la télévision, elles font des émissions, elles sont black, on n'en voit pas 10, hein. On en voit 2, 3, et puis peut-être qu'elle est mariée à un Français, il est marié à une Française, peut-être qu'il n'est pas congolais, mais il est sénégalais, ou je ne sais pas. On le voit bien. Alors comment ça se passe pour eux? Comment ça se fait? Parce qu'on a eu cette motivation de Jamal Debbouze qui a amené pratiquement toute l'Afrique à pouvoir se réveiller et se dire que quelque part, il faut qu'on aille de l'avant. L'homme africain avec un grand H devrait se dire et devait savoir qu'il existe. Beaucoup pensent qu'il doit se réaliser en étant avec un blanc. Moi, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais d'enfants métis. Ça ne m'intéresse pas. Mes enfants sont, comme ma fille aime bien le dire, bien chocolat. Et je leur apprends même à s'aimer comme ils sont et à ne pas déroger la règle. L'amour, c'est vrai, n'a pas de frontières. Mais malheureusement, la plupart de celles qui arrivent ont, comme vous l'avez bien souligné, un homme blanc derrière, donc une personne qui tire les ficelles. J'aimerais, moi, dans ce monde, me faire mon nom et pas à travers quelqu'un forcément, ou parce que j'ai un homme qui est blanc. Non. Ou parce que mon homme a telle position. J'aimerais que mon nom soit un exemple, parce que j'ai un combat, parce que j'ai mené ce combat jusqu'au bout. Pas parce que j'ai eu le bras long. Parce que après la suite de cela, c'est quand on a le bras long, au final, on n'apporte rien, parce que en général, elles sont éphémères, ces femmes. Surtout en Europe, elles vont passer un an, comme vous avez vu le phénomène, noir n'est pas, comment dirais-je, c'était quoi le slogan, je m'en souviens plus. Je crois noir n'est pas une couleur ou un truc comme ça, je m'en souviens pas trop. Il y avait un collectif de femmes
qui ont fait leur petit slogan, oui, mais elles ont tous des maris blancs. Alors qu'est-ce qu'elles vont dire à leurs maris et leurs enfants qui sont une mixité? Non, on parle du noir en disant qu'on ne va pas utiliser le terme noir, on va utiliser le terme black pour un petit peu... Mais black et noir, ce n'est pas la même chose. Ça fait stylé, ça fait... Mais black et noir, c'est la même chose. À un moment donné, l'Européen est venu, nous a dit qu'on était noir. Ouais. Nous l'avons accepté. Nous avons... Moi, j'ai fait une conférence à Toulouse en disant aux gens, je ne comprends pas pourquoi nous sommes complexés. Parce que du moment où nous avons accepté qu'on nous appelle, alors en espagnol negro, en anglais black, nigger, voilà, nègre, en plus on oublie le black, on veut nègre, et qu'en français on nous dit nègre, nous l'avons accepté. Mais soyons nègres et fiers. Ils nous ont imposé des langues, acceptons-le, mais à un moment donné réveillons-nous. Moi dans ma maison, les enfants parlent le lingala, parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont leur base, ils ont leur propre langue maternelle. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se réveille et qu'on dise stop. Et qu'on arrête de chercher des excuses. Et ça, c'est le propre de l'homme noir. C'est toujours la faute de l'autre et non le sien. Mais nous sommes les premiers fautifs du moment où nous acceptons certaines choses. Comme je dis, dans la vie, tout est question de choix. Mais lorsqu'on a eu des parents qui ont été très durs, par exemple, dans l'éducation, mais à un moment donné, ils ont relâché tout simplement parce qu'il y a un problème de complexe. En se disant, c'est pas ce qu'on donne à notre enfant. C'est vrai, il est Moulouba, il faudrait qu'il parle Chilouba, mais il doit parler un très très bon français. J'ai connu ça. J'ai connu ça parce que nous, il faut parler le bon français. En général, même au travail, on me dit, je parle un français soutenu. On m'appelle Madame la Duchesse. Ok. Parce qu'en Europe, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils parlent le français très courant. Le français que nous parlons, nous, ici, les Européens ne le parlent plus du tout depuis, je crois, plus d'une centaine d'années. Mais on dirait que c'est une génération qui a gardé ça. Votre génération a gardé cette langue très classique du français. Exactement. Alors que la génération de vos enfants aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. La génération de nos enfants aujourd'hui, c'est autre chose. Mais je pense aussi que c'est une question d'éducation. Oui. Parce que moi, j'ai ma fille qui a 8 ans, elle a un vocabulaire très, très, très développé. Chose qui, des fois, me surprend parce qu'elle est capable de me sortir des mots que je pense que j'ai dû utiliser il y a bien longtemps. Et je pense que tout est une question d'éducation. Ok, on arrive principalement à la fin de notre entrevue. Mais j'aimerais qu'on se focalise justement sur lorsque l'on arrive à l'étranger et qu'on aimerait entreprendre des études. Qu'est-ce que l'on regarde? Qu'est-ce qui doit nous intéresser en particulier? C'est quoi? La première chose que moi je conseillerais à tous les jeunes qui veulent entreprendre des études en Europe, c'est de faire le bon choix. Parce que s'ils font des études sur des choses qui ne les passionnent pas, ils ne pourront pas s'épanouir professionnellement. Parmi, on va dire, mes compétences que j'ai pu développer et une activité que je propose, c'est l'orientation et la réorientation des jeunes diasporas en Europe. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat dans beaucoup d'universités qu'il y a beaucoup de gens qui font des études, surtout africains, parce que sous le sentiment des papas ou des mamans, parce que le copain faisait des études de ça, donc il gagnait bien sa vie. Mais est-ce quelque chose qui passionne votre enfant? Est-ce quelque chose dans lequel il a un savoir-faire? Parce qu'en fait, dans tout ce qui nous passionne, on a le savoir-faire. Et quand on a le savoir-faire, économiquement, il y a toujours un moteur économique lié à ça, un métier lié à notre passion et à notre savoir-faire. Et beaucoup d'entre nous, on a été mal orientés ou réorienter tout simplement. Et moi, c'est mon combat, déjà en Europe, et c'est un combat que je veux mener ici, en fait, en RDC. Non, je veux dire, il y a les arts et métiers. Par exemple, on peut être boulanger. Hein. Ah, mais bien sûr, il n'y a pas de sous-métier. Attendez, mais on peut être boulanger. Mais est-ce qu'on aura la même vision de faire des petits pains que le français qui fait sa baguette, etc. Le pain français, etc. Est-ce qu'on a la même vision comme ça? Quand ils arrivent, ils rentrent dans le moule, en général, les étudiants. Normalement. En Europe, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on n'est pas dans le moule, on est forcément en échec.
Alors des gens comme moi, des rebelles comme moi, on était forcément déjà en échec. Parce qu'on ne rentrait pas dans le moule, c'était déjà compliqué. Oui, le petit jeune boulanger qui viendra ici, il ne fera pas son pain comme ici de Maputo. Il ira le faire à la baguette française. Parce qu'il va devoir apprendre à la française. À part si il décide de se rebeller et de décider de se créer lui-même quelque chose qui sera innovant en Europe. Chose qui est possible. Mais la première problématique qu'il va trouver, c'est que s'il n'est pas administrativement en règle, il ne peut rien entreprendre. Mais on parle aussi de cette peur que vous avez quand on parle de la retraite, quelque part. Tout le monde craint la retraite. On parle de différentes étapes de cette retraite. Ça fout Les retraités en Europe sont les personnes les plus pauvres et plus malheureuses. Ils auront travaillé toute leur vie, au final, pour ne strictement rien récolter. Et c'est vrai que oui, ça fait peur. Moi, je fais partie des personnes qui ne me voient pas faire la retraite en Europe. Je ne peux pas. Je ne l'envisage même pas. J'envisage même un retour très rapide au pays. Même l'âge de la retraite, même dans les années qui arrivent, si j'arrive à m'implanter, à me réimplanter chez moi, à me faire accepter, je rentre chez moi. Parce qu'on a tous un chez soi. La retraite en Europe, c'est... Vous imaginez une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a gagné, on va dire, 2000 euros, prenons notre euro. À sa retraite, il touchera 800 euros. Et avec nos loyers très exorbitants, on a des factures énormes. Il s'en sort comment? On n'a pas de famille, on est isolé. Cette personne ne vit pas longtemps. Ce qui est le cas de beaucoup de retraités en Europe. Ils ont pas même si c'est le moment où on dit la retraite, c'est le moment de jouir, de tout. Mais si vous n'étiez pas chef d'entreprise, que vous n'avez pas mis de l'argent de côté, que si vous n'étiez pas une personne qui avait du business. Mais cet argent mis de côté peut servir d'ouvrir une autre entreprise personnelle. On peut échouer et perdre son droit de retraité. Ah oui, quand on aurait une entreprise, on n'est pas un retraité. Du moment où on est toujours actif. Mais on a épargné quelque part. Oui, mais vous continuez à travailler. Donc vous n'êtes pas à la retraite. Mais est-ce que c'est reconnu par... L'épargne, c'est quand vous arrêtez de complètement toute activité économique. Et c'est là où on verse une retraite. Mais si vous ouvrez une entreprise et vous n'êtes pas à la retraite, vous ne pouvez pas parler d'être retraité. Aujourd'hui, on a des retraités qui font ce qu'on appelle des petits jobs chez les gens. Ils nettoient les chiens, par exemple. Par exemple, ils vont promener des chiens, ils viennent faire du repassage chez vous. Et quand il va vous donner le métier qu'il faisait, vous avez mal au cœur. La retraite, pour nous, Africains, j'espère que les diasporas m'entendent. À un moment donné, il faut savoir rentrer chez soi. Il faut savoir rentrer chez soi. La retraite en Europe, c'est pas la meilleure chose pour l'homme noir. Mais cette relation de retraités qu'on n'a pas nous, on ne voit pas nos aînés qui ont plus de 65 ans aujourd'hui à la retraite. On le voit toujours en mouvement, en train de faire quelque chose. La maman, elle vend toujours quelque chose dans son petit marché, son petit coin là, elle est là, elle vend devant sa parcelle. Donc le retraité, c'est plus la personne qui est dans l'administration. Mais dans l'informel, c'est un peu compliqué. Dans l'informel, ça n'existe pratiquement pas. La différence entre l'Europe et ici, c'est que le train de vie européen est très très rude. C'est pour ça que nous avons un taux d'AVC très élevé, un taux de crise cardiaque très élevé, beaucoup de dépression et beaucoup de burn-out. Le train de vie est très difficile, très lourd, très très déprimant. Et la chose que l'Européen devrait changer, c'est leurs parents retraités, ils les mettent dans les maisons de retraite isolées. Nous, on n'a pas ça, c'est pas notre culture. Nos parents, même s'ils sont fatigants, comment? On reste avec eux. Et nos parents, l'avantage qu'ils ont s'ils sont ici, c'est qu'ils ont cet avantage de rester en vie, vivant intérieurement, parce qu'ils sont entourés. En Europe, nous sommes réellement isolés. Réellement isolés. Vous imaginez les cas de mortalité isolés qu'il y a en Europe? Beaucoup de gens, jeunes comme vieux, meurent chez eux, seuls. Dans leur maison. Oui. Dans leur maison, seuls. C'est ça notre train de vie. On est malade, le temps d'appeler un médecin, il est overbooké en plus avec les grèves actuelles. Alors là, avec l'isolement,
je vous en parle pas. Des fois, il va être découvert 1 semaine, 2 semaines, 3 mois après. Mais c'est vrai aussi que les personnes âgées et les vieillards sont pris comme des sorciers ici. Ils oublient que les gens souffrent d'Alzheimer, Parkinson, des trous de mémoire, sénilité, démence à un certain âge. Mais malheureusement pour ces personnes âgées, on les abandonne. Vous imaginez dans la rue, un vieillard arrive le soir, il ne sait pas comment il doit rentrer chez lui, il a perdu le nord, le chemin, il ne sait pas. Et puis après, les gens l'entourent le matin. On me dit, mais non, au Pumbwa qui oui, au Kita. Alors, le gars, il ne sait pas, lui. Alors, ça, c'est ça aussi. Ça, on doit peut-être les amener voilà. dans Je des maisons. pense que le gros fléau de l'Afrique, c'est le manque d'information. Il n'y a pas cette campagne de sensibilisation. Je vais vous donner un exemple simple. Actuellement, l'ONG, on est en collaboration avec la commune de Selemba et avec un centre santé Eyano. La commune de Selemba a un taux de mortalité élevé, un taux de mortalité, on va dire, qui peut être évité. Pour la bonne et simple raison, c'est que les gens, par exemple, ne savent même pas faire les gestes de premier secours. Chose pour laquelle nous, on est formés et qui aide. Et je pense que il faut sensibiliser. Nous sommes, on va dire, nous, les personnes qui avons l'opportunité d'être de l'avant, nous avons le devoir de sensibiliser les gens, même si au début, on ne va pas être écouté, parce que l'homme noir est très têtu. Mais, comme on dit, si une personne a entendu, il va parler à une deuxième et ça fait une chaîne. C'est comme un peu pour le business de marketing de réseau. On doit sensibiliser, nous devons véritablement faire des campagnes. Est-ce que pour les Africains, justement, vous qui êtes dans les affaires, entre guillemets, vous êtes professeur de projet, est-ce que vous pensez qu'on peut s'adapter à ces commerces en ligne? On le fait, mais apparemment, c'est pas... on n'a pas, comme on dit, comment on appelle ça, des postes d'envoi pour recevoir nos colis, etc. Alors, je pense qu'à un moment donné, ça doit arriver, mais la première chose, avant de pouvoir faire ça, nous devons stabiliser notre électricité ici. Parce que ça marche avec Internet, comme vous l'avez bien souligné. Aujourd'hui, oui, quand nous passons sur les chaînes télé, il y a les groupes électrogènes, c'est inadmissible. Sachant que nous sommes un des premiers producteurs d'électricité qui va même en Europe. C'est inadmissible. Je pense que si l'électricité se stabilise, je prends l'exemple de la RDC, beaucoup de choses peuvent changer. Les jeunes peuvent devenir des commerçants. Les jeunes peuvent devenir des commerçants en ligne. Et des partenariats doivent s'ouvrir avec ces commerçants en ligne. Et il faut qu'il y ait un matin quelqu'un qui se réveille qui dit « toc, 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 on existe ». Et pour cela, il faut que certaines infrastructures, certaines choses, on va dire les choses les plus basiques du quotidien, se stabilisent. Ok, nous voici arrivés à la fin de notre entrevue d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse le mot pour clôturer. Alors, tout d'abord, je veux vraiment vous remercier, Antenne A et notre superbe animatrice, pour l'accueil, pour ce moment de partage. Comment dirais-je, nous devons avancer avec à notre rythme surtout et prendre conscience de la force que nous sommes et faire les bons choix. Et nous, dans l'ONG, on offre l'opportunité de pouvoir voir un meilleur monde, un futur, avec nos moyens et en collaboration avec chaque personne. Et pour cela, on a déjà une conférence qui va se dérouler le 25 et le 26 mars au Centre Béthanie, où le thème est la jeunesse et l'emploi. Donc on va parler des défis, des réalités et surtout chercher des solutions ensemble. Merci beaucoup. On a été intéressés par ce sujet parce que nous avons eu sur notre plateau Madame Lady Olga Massidi qui habite à Toulouse en France et qui nous a parlé justement de son parcours. À travers ce parcours, elle a eu aussi à créer son ONG qui invite la participation de tous finalement. On parle de subventions, on parle de beaucoup de choses, on parle d'argent, on parle de travail, on parle de la jeunesse qui doit grandir, changer la mentalité, changer sa façon de voir.
de sa façon de voir les études, l'acquisition que l'on a et surtout que peuvent nous apporter ce que nous avons déjà eu comme acquis dans notre vie. On a compris qu'elle a traversé des moments compliqués dans sa vie, elle a rencontré des difficultés au niveau du travail, mais elle s'est imposée seule parce qu'elle s'est donné une motivation et c'était ses enfants. La motivation de sa réussite, hein, ses enfants ont une grande part dans cela. Alors on a compris aussi que cette ONG invite non seulement les jeunes, mais aussi des personnes qui connaissent la vie, qui ont de l'expérience, de l'expertise à se joindre à elle à travers cette conférence qui aura lieu le 25. Hein. Exactement, 25 et 26. Voilà, au Centre Bethany. Donc on va se retrouver là-bas, au Centre Bethany. Avec grand plaisir. Voilà, bonsoir et merci de nous avoir suivis.